Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Plaisir de vous accueillir pour cette troisième action de la série Inspiration Formation qu'on vous propose avec la région. Et c'est d'ailleurs la dernière action de l'année. Donc c'est un atelier collaboratif. On a imaginé ces rendez-vous pour imaginer ensemble la formation de demain et vous offrir des perspectives novatrices et inspirantes sur vos pratiques pédagogiques. Aujourd'hui, c'est petits gestes et grands impacts. C'est tout un programme qu'on vous propose pour parler écologie. Et surtout, on va parler de la posture de formateur et de formatrice, mais aussi de nos postures en tant qu'individus, en tant qu'acteurs et actrices qui avons un pouvoir d'agir. Comment est-ce que moi, à mon niveau, avec mes moyens et mes idées, est-ce que je peux réduire l'impact environnemental des formations que je propose? Comment est-ce qu'on peut les rendre plus éco-responsables et que puis-je faire à mon échelle, dans mon travail, au quotidien, dans mes pratiques professionnelles? Qu'est-ce que je fais déjà et qu'est-ce que je peux partager avec les autres et de quelles expériences puis-je m'inspirer? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, de s'inspirer collectivement. Et pour ce faire, on accueille Philippe Lévesque qui travaille pour Ecofrugal, qu'il a fondé il y a une dizaine d'années pour diffuser des solutions écologiques et économiques auprès du grand public, mais aussi des professionnels, comme avec vous aujourd'hui. Il propose des outils pratiques, des kits d'animation, des ressources collaboratives et Ecofrugal rend les comportements éco-responsables accessibles. En conclusion de l'atelier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Julie Bauchet de la région, qui est chef du service de développement des formations professionnelles. Donc on va démarrer avec Philippe qui va nous en dire un petit peu plus sur la démarche d'éco-frugal. Et ensuite, on vous proposera deux ateliers d'une durée d'environ 15 minutes chacun. Et puis on va vous expliquer tout ça. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe. Bonjour à toutes et tous, et ravi d'être avec vous. Alors le temps va passer très très vite, il y a tellement de choses à dire sur l'écologie, c'est un sujet que je trouve beaucoup plus joyeux qu'on ne l'entend souvent. J'ai essayé de modérer mon enthousiasme, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est on va vous expliquer un petit peu notre philosophie. Parce que au-delà de l'atelier en fait qu'on va faire ensemble, l'idée c'est vraiment de vous donner des postures, des approches qui vont vous permettre dans le quotidien d'expérimenter et de tester. Alors tester quoi? Tout simplement parce que Ecofrugal, l'ambition d'Ecofrugal, c'est d'accélérer la diffusion et l'adoption de solutions écologiques. Voilà, ça c'est l'ambition d'Ecofrugal. Et donc les conseils qu'on va vous donner, la philosophie, elles ont vocation à vous permettre d'embarquer avec vous dans votre quotidien, que ce soit vos collègues, mais aussi des membres de votre famille, des membres associatifs, de les embarquer sur le chemin de la transition écologique, sachant que c'est un chemin plaisant, joyeux et émancipateur. En tout cas, je vais essayer de vous en faire la démonstration. Donc, Ecofrugal, je suis le fondateur, c'est une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire. On poursuit trois ODD. Je vous en parle parce que c'est de plus en plus important pour les entreprises de se positionner par rapport aux ODD. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, nous sommes positionnés sur ces trois objectifs principaux: consommation et production responsable, consommation consommateur, production côté entreprise ou collectivité, ville et communauté durable et mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc ça, ce sont nos principaux ODD. Et je vais vous parler un petit peu maintenant de notre parcours. Mais avant ça, je voudrais commencer par un petit brise-glace et savoir ce que l'éco-formation évoque pour vous. Donc soit vous pouvez prendre la parole, dans ce cas-là, allumez votre caméra, c'est toujours plus sympa de mettre un visage sur une voix, soit vous pouvez répondre dans le chat. Je vous invite à répondre. Qu'est-ce que l'éco-formation évoque pour vous? Si on vous pose la question, c'est pas anodin. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je veux bien. Ouais, bonjour Euh, Anne. Bonjour, merci pour cette proposition. Je ne sais pas ce que vous entendez par ça, mais moi, me vient tout de suite deux sujets. L'éco-conduite, c'est-à-dire la formation à une conduite responsable,
que j'ai pu suivre en entreprise. Et puis l'autre sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, qui est le numérique responsable. Donc, c'est-à-dire former, en fait, à des pratiques plus vertueuses. Et peut-être parfois éviter de certaines choses qui peuvent paraître comme ça très sexy, mais qui sont, enfin, en tout cas, en connaître l'impact avant de l'utiliser. Voilà, c'est ce que Alors, je dirais. très... Merci beaucoup, Anne. Donc, deux pistes, la partie mobilité avec l'éco-conduite et la partie numérique. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Philippe, juste, il y a beaucoup de réponses également dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez les consulter, je peux vous en lire quelques-unes. Oui, Formation avec en pleine plaisir. conscience avec raison, une formation avec peu d'impact en termes d'émissions CO2, utiliser des outils de formation et méthodes pédagogiques qui respectent la transition écologique, éco-conception des supports pédagogiques. Voilà, il y a eu beaucoup de Bon, réponses de ce eh type. ben, on est dans le sujet parce que l'éco-formation, pourquoi je vous pose cette question, ça pourrait faire penser qu'on va parler de contenu pédagogique en rapport avec la transition écologique. Ce n'est pas le cas. L'éco-formation, là, c'est dans le sens où comment réduire l'impact environnemental de nos formations. Voilà. Donc, mais en tout cas, les réponses vont en ce sens. Donc, le contenu pédagogique, c'est autre chose. On va en parler un petit peu parce qu'il y a des enjeux, mais on va surtout s'intéresser comment nous, au quotidien, vous, au quotidien, en tant que formateur, formatrice, vous pouvez réduire l'impact environnemental de vos formations, vos apprenants et vous-même. Et autre question, mais il y a eu un début de réponse. Quelle est la première action écologique que vous avez intégrée dans vos pratiques professionnelles? Est-ce que quelqu'un veut répondre, soit en prenant la parole, soit dans le chat? La première action écologique que vous avez intégrée dans vos pratiques professionnelles. C'est très large, hein. Morgane, l'éco-conduite, la réunion en visio, ne pas imprimer les supports, limiter, ah là là, c'est très riche, limiter le papier, utilisation de matériel de récup, super. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que ben, là, on voit déjà que chacun de nous, on est déjà acteur en fait. On a déjà une partie des solutions. Et vous allez voir aujourd'hui, le but, ça va être de combiner ensemble toutes ces solutions que vous avez déjà mises en place pour avoir une vision encore plus ambitieuse et aller encore plus loin dans la réduction de l'impact environnemental de nos formations. Plein d'idées, continuez à les mettre dans le chat parce qu'on pourra les récupérer. Je ne vais pas avoir le temps de tous les lire, mais en tout cas, allez-y, ne vous privez pas. Alors, je vous ai dit, on ne va pas s'intéresser au contenu pédagogique, mais je vais vous donner quand même deux petits chiffres sur les enjeux environnementaux. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous n'entendiez une nouvelle alarmante, hein. Là, aujourd'hui, par exemple, en France, on est sur un scénario de réchauffement climatique à 3 degrés. En Bretagne, vous serez un peu mieux préservé que les autres, mais quand même, vous allez être impacté. Tout le monde est impacté. Deux chiffres importants, si tout le monde consommait comme un Américain, il faudrait 5 planètes, comme un Français, il faudrait 3 planètes. Donc ça, c'est la capacité pour la Terre à se régénérer, la biorégénération, pour fournir nos services, que ce soit l'agriculture, l'eau propre, l'oxygène. Donc voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas viable sur le long terme, et même le moyen terme maintenant. Et par ailleurs, on a sur cette planète 243 000 personnes en plus chaque jour, hein. Ça tient compte des décès. Donc imaginez, c'est Rennes et l'agglomération quasiment tous les jours qu'il faut loger, vêtir, équiper, soigner, éduquer. Donc c'est des enjeux colossaux. Et donc, ce que j'ai coutume de dire, hein, c'est un peu de boutade, ce que l'on consomme le plus actuellement, eh bien, on pourrait dire c'est notre avenir. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est vraiment aujourd'hui l'enjeu, en fait, c'est ben, de faire en sorte qu'on ait un avenir durable. Et donc, conclusion, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il va falloir consommer mieux, moins et autrement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, voilà, si je vous pose la question qui voudrait vivre dans un monde meilleur et plus harmonieux, vous voyez, on est tous là, je pense, on est très motivés, on est partant, bien sûr, ben, tout le monde veut une meilleure éducation, une meilleure santé pour ses enfants, un meilleur environnement, moins de particules fines dans l'air, un temps qui est plus clément. Sauf que, voilà, en fait, c'est un sujet de conduite du changement. Dès lors que vous posez la question, vous rentrez dans le concret, qui est disposé à abandonner ce modèle de surconsommation pour consommer moins et mieux, vous voyez que ben, on entend les mouches voler. Et donc, la question d'éco-frugal, c'est une question que moi, ben, ça m'a passionné. C'est comment passer en fait des intentions, de la sensibilisation, on connaît les problèmes, à l'action. Et là-dessus, avant de vous donner un petit peu notre philosophie, notre approche, je voudrais vous interroger sur vous, les arguments que vous entendez autour de vous, que ce soit de vos collègues, de vos amis, de vos voisins, les arguments avancés pour ne pas agir. Parce que c'est sur quoi on va travailler.
Si on arrive à contrecarrer ces arguments, on va faire un bon bout de chemin. Donc, c'est quoi les arguments que vous entendez pour ne pas agir sur l'environnement au quotidien? Est-ce que vous avez des exemples? Bah, Il y moi, en a qui font pire que nous. À eux de commencer, pas le temps, ça coûte trop cher, c'est une goutte d'eau, ça ne sert à rien. Les petites actions ne servent à rien. Je ne sais pas par où commencer. Anne, vous vouliez dire quelque chose? oui, enfin, dernièrement, moi, j'anime des formations pour des formateurs et j'animais quelque chose sur le numérique responsable en les alertant sur l'IA et l'impact de l'IA et des vidéos, etc. Et une des stagiaires m'a dit, bah oui, mais en même temps, c'est lancé maintenant, on peut pas aller contre, voilà. Donc, Ouais. toute l'idée, c'était de comment est-ce qu'on choisit, à quel moment on choisit ça et à quel moment on arrête ça, justement, pour faire autrement, de façon plus simple, plus low-tech, etc. Mais je voyais bien qu'il y avait une idée déjà à démonter, en fait, Ouais. obligatoirement à utiliser, enfin voilà. Alors c'est intéressant. Anne, l'argument, c'est en fait, c'est inévitable. On Ouais. peut rien faire. La technologie s'impose à nous. Mm. Et souvent, d'ailleurs, sur ce sujet, quand ceux qui parlent de technologie, ce sont les mêmes qui disent, OK, bon, la technologie, mais c'est la technologie qui va nous sauver. C'est une sorte de ce qu'on appelle de technosolutionnisme. Mm. Et bien sûr, en fait, aujourd'hui, les enjeux écologiques, il faut innover, bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais c'est surtout un enjeu, en fait, un défi culturel. C'est avant tout de la conduite du changement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent déjà. La question, c'est de les adopter. Donc, vous voyez, tous ces arguments, en fait, et ben, en fait, c'est toujours les mêmes. Ils reviennent à chaque fois. C'est trop tard, c'est complexe, ça coûte plus cher, ça sert à rien. Et en fait, si on arrive à faire tomber ces arguments, eh ben, on peut embarquer les gens avec nous. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu l'idée d'écrire un livre qui s'appelle Le Guide éco-frugal, qui fait la pédagogie des solutions. Et ce livre que vous voyez ici, en fait, j'ai recensé plus de 400 pages de solutions, mais en mettant en avant les bénéfices. C'est-à-dire que les bénéfices, vous voyez, il y a un sous-titre, c'est 5 000 € d'économie récurrente pour une famille française. Voilà. Les bénéfices, c'est quoi? C'est ben, souvent quand vous réduisez votre impact environnemental, vous faites des économies. L'éco-conduite est un bon exemple. Certes, il y a des investissements, une rénovation énergétique, ça coûte de l'argent, mais sur le long terme, là aussi, vous allez faire des économies. Et il y a cet argument aussi de santé. En mangeant plus de faits maison local, ben, vous mangez mieux. Il y a l'argument aussi d'estime de soi. Quand vous apprenez à faire ensemble, à réparer vos objets, en fait, ça booste votre fierté. Vous apercevez que vous pouvez aussi faire des choses avec vos mains. Donc, vous avez l'impression de reprendre le contrôle sur vos vies. Et je trouve que c'est très important de faire la pédagogie des solutions, des bénéfices. Où je veux en venir? C'est que si on veut embarquer les gens avec nous, si vous voulez embarquer vos apprenants, si vous voulez embarquer vos collègues, vos autres collègues formateurs, en fait, il faut leur expliquer ce que ça va leur apporter en termes de bénéfices ou leur rapporter et également en termes d'économie. Et donc, c'est l'objet du livre que j'ai écrit, le guide éco-frugal. Et l'éco-frugalité, c'est toutes ces solutions, souvent hétérodoxes. Ça peut être réparer, ça peut être un thermostat programmable qui permet de faire des économies, de réduire la facture de chauffage. Ça peut être le covoiturage. Toutes ces solutions sont hétérodoxes et c'est pour ça que j'ai créé le mot éco-frugal. Éco pour économie, écologie. Et frugalité parce que ben, il faut incarner le produire moins et mieux et consommer moins et mieux. Et sur ce sujet, vous, en tant que formateur et formatrice, en fait, ben, vous avez un rôle à jouer, bien sûr, parce que on a vu qu'il fallait consommer moins et mieux. Mais le pendant de ça, c'est produire moins et mieux, et y compris dans le monde des services. Donc, ça veut dire demain, comment être capable de proposer des formations à moins d'impact. Le guide, je vais aller rapidement là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le télécharger en ligne maintenant. Alors, il y aura une nouvelle édition actualisée qui va sortir en 2025. Mais en attendant, vous pouvez télécharger l'édition. Elle est là. Vous pouvez flasher le code. Et donc là, vous allez repartir avec 400 pages de solutions. Donc, c'est 99 fiches à chaque fois avec des témoignages, la feuille de route. Et c'est sur des sujets aussi variés que vous voyez le transport, l'habillement, l'alimentation, ce genre de choses. Au-delà du livre, le livre qui met en avant les solutions, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est la conséquence de ce qu'on a créé, nous, dans la foulée du livre. En fait, du guide éco-frugal, on a créé mon atelier éco-frugal. Pour la faire très courte, vous allez comprendre tout de suite. On lit de moins en moins, premièrement. Et deuxièmement, quand vous lisez une solution dans un livre, ça peut être impactant. Mais si demain, c'est votre collègue Anne, par exemple, qui vous explique que elle fait une utilisation plus sobre de l'IA, ce qui permet de réduire l'impact environnemental. En fait, vous allez être beaucoup plus attentif à ces arguments. De même que si Anne vous dit qu'elle va au travail en vélo,
Vous allez vous dire, bah, elle n'est pas là pour me vendre un vélo. C'est un conseil qui est désintéressé. Anne habite peut-être dans la même région que vous, donc elle peut vous donner les pistes cyclables, elle peut vous indiquer une direction. Donc en fait, c'est vraiment des conseils de qualité sur mesure. Et donc, le principe de mon atelier éco-frugal, c'est tout simplement de capitaliser sur les solutions de chacun et de mettre en commun. Parce que quand on parle de ce qu'on fait de manière positive, en fait, ça donne, ça crée de l'émulation, ça crée l'inspiration, et après, via le mimétisme social, ça permet en fait d'adopter plus facilement ces nouvelles pratiques. Parce que je reviens sur un point, il y a énormément de solutions qui existent déjà, et l'enjeu, c'est d'abord d'adopter les solutions existantes. Et donc, ces moments de mon atelier éco-frugal, le principe, c'est que vous allez réunir des collègues, des amis, des voisins, et on a développé des kits d'animation qui vous permettent en fait de partager vos bonnes pratiques sur une de nos 8 thématiques. Donc là, par exemple, vous avez le zéro déchet. Donc le principe, c'est en général, c'est 1 heure. Vous n'avez pas besoin d'être expert ou expert sur le sujet. Vous avez le kit d'animation et ce kit d'animation va vous permettre, va servir d'exhausteur de solutions. Donc je vous donne un exemple très simple. Une des premières pistes d'action pour le jetable, pour le zéro déchet, c'est je relance au jetable. Donc vous avez une liste d'items dans le kit, par exemple stylo, cartouche, disque démaquillant. Vous allez les lire à vos collègues, vos voisins, vos amis. Et quand quelqu'un utilise la solution réutilisable, il prend la parole, il explique. Et ça, en fait, ça permet vraiment de créer l'adhésion au changement et de se mettre en route. Donc ça, c'est le premier exemple. On a ensuite créé l'atelier numérique responsable. Donc, il a deux grandes composantes, le numérique, le matériel et les usages. On en a un peu parlé avec Anne déjà sur l'IA. Aujourd'hui, le plus impactant, il ne faut pas oublier les ordres de grandeur, c'est le matériel. Le matériel, c'est 3 quarts de l'impact environnemental. Donc, d'abord se concentrer sur le matériel et ensuite les usages. Et là aussi, vous avez des déroulés. Je vais aller assez vite parce que le temps passe, mais tout ça pour vous dire que ces kits-là, ils sont à vos dispositions. Donc, aujourd'hui, on a les thématiques que vous voyez s'afficher sur l'écran, y compris des thématiques pour les jeunes et juniors. Le numérique qu'on a co-créé avec Orange, la sobriété énergétique, les économies d'eau, la biodiversité. Et donc tous ces kits sont en source ouverte. Vous allez sur le site et vous allez pouvoir, avec ces kits-là, organiser un moment de partage et de convivialité. Donc très rapidement, la philosophie des ateliers, vous avez compris, j'en ai parlé, on est orienté solution. On parle de ce qu'on fait chez soi, au travail, et comment on peut ensemble mener des actions collectives. On est participatif. C'est vraiment l'idée, c'est pas que vous donniez les solutions, c'est que tout le monde mette en commun. C'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. Et accessible. Inclusif, accessible. Pourquoi? Parce que là, on va chercher tout le monde. C'est un moment de convivialité. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Et en fait, on s'intéresse à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, même des gens qui ne sont a priori pas écolos, quelqu'un qui conduit un SUV, peut-être que par ailleurs, il mange bio local et de saison. Nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on va aller chercher chez les gens. Et puis transverse, parce que l'idée, c'est de découvrir des solutions que vous pouvez mettre en œuvre chez vous, mais aussi au travail et vice-versa. Donc concrètement, pour accéder à ces kits, on vous a mis quelques kits en source ouverte, vous pouvez les télécharger. Tous les autres, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous créez votre groupe, et dès que vous avez 5 participants confirmés, il y a 3 thématiques pour lesquelles on va vous envoyer gratuitement une box. C'est la thématique zéro déchet, la thématique copro habitat, qui vous concerne moins, et la thématique alimentation. Et juste que vous compreniez notre modèle économique, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit parce qu'on a des partenaires comme l'ADEME, comme l'éco-organisme Valdélia qui finance. Voilà. Côté ça, on a une offre commerciale également pour les entreprises qui veulent aller plus loin, mais je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui. Mais voilà, c'est gratuit grâce à nos partenaires en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, donc vous pouvez voir tous les membres, hein, y compris partout en France. Vous pouvez les contacter. C'est un réseau amical. Moi, je ne parle pas de réseau social. C'est vraiment un réseau amical. On peut mettre en commun, échanger, proposer des événements. Vous voyez les événements, les ateliers qui sont proposés. Donc vous-même, demain, vous pourrez les mettre en ligne. Et surtout, on vous demande après de faire un retour d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est ça qui crée l'émulation. Là, demain, par exemple, entre formateurs, vous faites des ateliers, faites un retour d'expérience. Comme ça, des formateurs d'autres sites pourront en bénéficier. Donc, ce qu'on vous propose, alors, je vais aller très vite là-dessus. Actuellement, notre communauté est majoritairement féminine, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et les gens ont vraiment un plaisir à se rencontrer, à échanger. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils notent nos événements. 9 sur 10 pour l'organisateur et 9 sur 10, 8 sur 10 pour le participant. Pour conclure, en fait, c'est de l'apprentissage, c'est de l'échange entre pairs, c'est de l'auto-formation. Voilà. Le travail, c'est pas un lieu anodin parce que c'est là où se passe la majorité de nos ateliers.
On s'y attendait pas, on pensait que ça sera domicile. Et pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est propice au partage et à la coopération. Les gens découvrent des pratiques chez eux et ensuite ils vont les mettre en place dans leur sphère pro. Et inversement, ils vont découvrir des pratiques au travail et ils vont les mettre en place chez eux. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de cette approche-là, cette philosophie, qui, je l'espère, vous permettra de contrecarrer les objections à l'avenir, hein. Si quelqu'un vous dit, mais c'est trop tard, vous lui dites, non, mais fais-le pour toi, voilà les bénéfices. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est les ateliers qu'on a créés. Voilà, c'est en fait une version, une variante pour réfléchir sur les co-formations demain. Partager nos bonnes pratiques. Alors, on va travailler sur 4 axes et je pars de l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Et en fait, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on la retrouve dans l'empreinte d'une formation. Le premier impact d'un Français, en fait, c'est à peu près 10 tonnes de carbone par an et par Français. On doit arriver à 2 tonnes d'ici 2050. Premier impact, c'est les transports, vous voyez à gauche. Ensuite, l'alimentation, c'est 24%, transport 27%. L'énergie, habitat, logement, c'est 19%. Tout ce qui est conso, 15%. Et après, vous avez tout ce qui est dépenses publiques sur lesquelles pouvez pas agir. Moi, ce que je vous propose là, c'est que maintenant, on va réfléchir sur ces différents postes, en rapport cette fois avec la formation, pour voir comment, en fait, on peut agir. Donc, premier thème, on va travailler sur les déplacements, la mobilité. On va travailler sur les déchets, les accessoires et l'alimentation. Thème 3, le bâtiment, la salle de formation, les plateaux techniques, l'accueil. Et enfin, thème 4, qui est un gros sujet, hein, on a commencé à en parler, le numérique responsable. Ok. Bon, bah, je crois que tout le monde est revenu en plénière. Tout le monde a été télétransporté. Alors, on va faire on va faire une restitution. Mais peut-être avant, j'aimerais peut-être avoir quelques avis. Quel est votre état d'esprit après cette expérience? C'est quoi votre ressenti? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Frustré, trop rapide ou au contraire trop abstrait Ou dans le chat éventuellement également. dans le chat? Moi, je Moi, veux bien partager, sauf si, oui. Moi, j'ai trouvé ça, mon état d'esprit pour répondre à la question, c'est bouillonnant parce qu'effectivement, en un temps limité, on a sorti beaucoup d'idées. Et Mhm. je reprendrai votre terme de frustration parce que, on aurait aimé avoir peut-être un petit peu plus de temps, notamment sur le premier sujet, en tout cas. Merci. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de voyage. En fait, le voyage, ce qui est important, c'est pas tant la destination, c'est le voyage et en fait prendre son temps. C'est-à-dire que là, en fait, il y a tellement de sujets qu'on voudrait aborder que effectivement, il y a un petit sentiment de frustration. Après, avec les kits qu'on vous a mis en ligne, en lien, et puis les autres kits que vous pourrez trouver sur mon atelier Cofrugal, de toute façon, ces moments de partage et de convivialité orientée solution, vous allez pouvoir les reproduire. Juste sachez une chose, c'est que par exemple, si vous faites l'atelier zéro déchet avec des collègues, en fait, on recommande au minimum 1 heure, le temps de se mettre en jambes en présentiel ou même ça peut être fait en distanciel. Simplement, et c'est tellement riche que ces ateliers-là, en fait, on les recommande en 2 parties, 2 fois 1 heure, voire 2 fois 1 heure et demie. Donc, avec tous les kits là que vous avez potentiellement 20 heures d'échange de convivialité autour de ces sujets. Et donc, la frustration, je comprends, c'est parce qu'en fait, finalement, quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'on est toutes et tous des porteurs de solutions et qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis après, des expériences communes et puis après, des choses à imaginer ensemble, à mettre en place. Voilà. Ce que je vous propose, à moins que quelqu'un d'autre veuille témoigner, c'est qu'on commence sur la restitution, sur la partie, en fait, transport. Alors, pourquoi j'ai choisi cette thématique en premier? Je vais repartager mon écran. Je pense que vous allez peut-être deviner. Tout simplement. Alors, excusez-moi, j'ai essayé de partager mon écran. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi j'ai choisi cette thématique d'après vous en premier? Quelqu'un a une idée? C'est Parce tout que c'est simple. le poste le plus important. Ouais, voilà, exactement. C'est presque du bon sens, on peut le deviner. C'est le poste le plus important.
Je vais vous donner un chiffre, alors qui n'est pas spécifique à la formation, mais qui est directement en rapport. C'est selon l'ADEME, 79% du bilan carbone d'un événement, donc la formation en fait partie, est lié au transport des biens et des participants. Donc voilà, donc c'est la première thématique sur laquelle je vais vous demander de, ben, peut-être certains d'entre vous, ceux qui veulent nous partager les pratiques qui les auront les plus inspirées, celles que vous avez mis en avant sur votre tableau. Sachant que je vous dis tout de suite, en fait, il y a tellement de bonnes pratiques, on n'aura pas le temps de toutes les couvrir, mais peut-être celles qui vous ont le plus inspiré. Est-ce que quelqu'un veut partager dans le chat ou en audio? Christina qui lève la main? Oui, une des pratiques, enfin quelque chose que j'avais proposé et qui a bien fonctionné, c'est de basculer en fait des parcours de formation en présentiel, de les transformer en blended learning, c'est-à-dire un mix présentiel, un mix distanciel qui réduit l'impact des déplacements, que ce soit pour le formateur, formatrice ou les apprenants, apprenantes. Merci, merci Christina. Alors ça, c'est un retour très intéressant, c'est bah, rassembler. Rassembler de manière à ce qu'on évite de multiplier les déplacements et par exemple, si vous faites des formations, bah, les rassembler peut-être sur 2 jours pour éviter que les gens doivent se multiplier les allers-retours, en particulier s'ils sont hébergés sur place. Pour limiter les déplacements, la première idée qui a été exprimée aussi par vos collègues pour limiter les déplacements, ça tombe sous le bon sens, mais c'est de faire en sorte que la formation soit proche du lieu de vie des apprenants. Et donc, c'est aux formateurs ou aux formatrices d'aller vers les apprenants plutôt que l'inverse. Dans un cas, vous déplacez une personne, dans l'autre cas, vous déplacez tout un groupe. Et donc, si vous pouvez choisir le lieu, idéalement, le lieu idéal, voilà, ensuite, il y a d'autres critères à prendre en compte, c'est le barycentre. Par rapport à votre population d'apprenants, c'est de faire en sorte de trouver le lieu où il y aura le moins de déplacements pour tout le monde. Ça, c'est dans une situation idéale. D'autres, par rapport à la localisation, l'emplacement de l'information, d'autres personnes veulent témoigner? Sur les réseaux de transport en commun, accessibles en transport en commun. Exactement. Merci. En fait, ça aussi, c'est une fois que vous avez le lieu, c'est de déterminer le lieu aussi en fonction de l'accessibilité. Donc, transport en commun, mais ça peut être vélo, bien sûr, ça peut être covoiturage, ça peut être le train. Et donc, comment on peut préparer tout ça en amont? Parce qu'il il suffit pas d'avoir ces infrastructures. Encore faut-il que vos apprenants ou vous-même les adoptez. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont d'une formation sur ces sujets pour favoriser la mobilité douce? Je vais On vous peut, donner. on peut peut-être faire, enfin, on avait pensé, nous, à faire une petite réduction à ceux qui s'engageaient à venir en commun. Donc, voilà, ou faire un petit Excellent. encouragement comme ça. C'est pour juste aussi marquer un peu le geste. Alors, Christine, c'est excellent parce que j'avais pas pensé à cette piste d'action. Moi, j'avais pensé éventuellement négocier avec la régie de transport un tarif spécial pour les apprenants, mais ça, c'est pas forcément simple. Par contre, vous, faire un petit rabais sur l'information, vous avez la main et c'est une très bonne idée. Voilà. Si vous venez en vélo, si vous venez en covoiturage, et ça permet d'incarner vos valeurs dans la formation en amont quand vous allez présenter la formation. Et ça permet aussi, autre avantage de ce que propose Christine, c'est quoi? C'est que, en fait, les gens vont vous dire quel type de mobilité ils utilisent pour venir. Et à partir du moment où vous savez les types de mobilité, ça va vous permettre de mieux évaluer l'impact environnemental de votre formation. D'autres Philippe, choses aussi? il y Ouais. avait une question dans le chat, je ne sais pas si vous pourriez répondre, c'est Charlie qui demande s'il y a des outils pour calculer le barycentre. Ah, alors j'en connais pas. J'en connais pas, mais j'ai pas cherché. Je sais que. Alors, je vous donne un exemple qui s'appelle 1 kilomètre à pied. 1 kilomètre à pied, eux, en fait, ils vont calculer le barycentre pour des salariés qui sont sur multisite et trouver le site le plus proche de chez eux. Je pense par exemple à Carrefour qui a plein de sites. Ben, 1 kilomètre à pied, ils vont permettre aux ressources humaines de trouver un peu le barycentre de manière à ce que rapprocher. Donc, ce serait une solution de ce type. J'ai pas d'exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est cartographier en fait. Ça, c'est assez facile à faire. Cartographier l'emplacement, le lieu de résidence de vos apprenants, ou alors en amont de la formation, vous créez un petit WhatsApp en demandant aux gens de dire où ils habitent. Et ce WhatsApp-là, bah, devinez quoi, si jamais vous voulez
leur donner envie de faire du covoiturage, et ben vous avez déjà la réponse. Via le petit groupe WhatsApp, ils vont pouvoir covoiturer entre eux. Donc, très important, la mobilité, en fait, ça se prépare en amont. Et donc, en amont, préparer, voilà, mettre les participants en contact, faire un groupe. Et aussi, préparer en fait une petite plaquette dématérialisée qui dit là où il y a la place pour les personnes handicapées, là où éventuellement il y a l'arrêt de bus, s'il y a un garage à vélo sécurisé, autant d'éléments qui permettront en fait de favoriser, d'encourager les gens à utiliser la mobilité douce, que ce soit la marche à pied, le vélo, le transport en commun. Donc ça se prépare en amont. Et ça permet déjà de servir quelque part de brise-glace. Les gens vont déjà un peu se connaître, se connecter de cette manière. D'autres idées sur le lieu? On on n'a pas parlé des formations à l'étranger, mais ça, c'est un gros sujet. Je dis deux mots Ouais. dessus, hein. Ça n'arrive pas tous les jours, les formations à l'étranger. Si un jour ça doit se faire, envisager le déplacement en train, si c'est possible. Et alors aujourd'hui, il y a des entreprises ou des collectivités, enfin des entreprises qui mettent en place le temps de récupération écologique, c'est-à-dire que le temps en plus que vous allez prendre pour aller sur le lieu de formation en train, ben vous le déduisez de votre temps de travail. Donc voilà une manière, même pour dans les cas où les formations ont lieu à l'étranger, d'encourager des modes de transport plus vertueux. Autre poste que je trouve très intéressant, puis après on va passer à la deuxième thématique, c'est de préciser les émissions des différents moyens de transport. Donc, quand vous créez votre formation, votre petit visuel, vous pouvez mettre, et il y en a sur le site de l'ADEME, 10 km à pied, voilà à quoi ça correspond, zéro émission, 10 km à vélo électrique, 10 km en bus, 10 km en train. Et comme ça permet aussi d'aiguiller un peu vos participants. Donc ça, c'est des choses très simples à faire. Et en plus, c'est ça qui aura le plus d'impact sur la partie carbone de votre formation. Je me disais aussi favori Alors, le covoiturage, c'est que c'est un peu contesté parce que ça encourage la voiture plutôt que finalement les transports en commun, mais en tout cas, peut-être mettre à disposition des applis de covoiturage. Il y en a pas mal en région parisienne, ou bien favoriser avoir un petit endroit, petit tableau d'affichage où on dit, ben voilà, moi je vais en voiture à tel endroit, est-ce que quelqu'un veut que je le ramène ce soir? Pas faire ce type, ça peut être tout bête, juste un tableau d'affichage dans un centre de formation, ça peut permettre aux gens de s'identifier, quoi. Ils habitent dans le même coin. Exactement, Christine. Alors, c'est un bon exemple parce que les formations, c'est pas toujours qu'éphémère. Ça peut être, on part sur une formation d'une semaine. Là, les gens vont se connaître. Donc, un moyen brise-glace encore sympa à faire. Vous allez faire une carte de la région et avec les petites têtes d'épingle, chacun met là où il habite et vous mettez un fil qui relie la tête d'épingle au centre de formation. Et comme, voilà. Alors, c'est pas ça répond à la question tout à l'heure. Ça va permettre de visualiser où sont les apprenants et donc, vous mettez une petite tête d'épingle sur un tableau et avec un fil qui est relié au centre de formation. Et alors, dans une formation d'un jour, ça vaut pas le coup, mais dans une formation d'une semaine, comme ça, les gens vont pouvoir peut-être mettre en place du covoiturage et ça favorise la proximité. Ce que je vous propose, il y a tellement de choses à dire, mais voilà, en tout cas, ça, c'est les gros sujets, c'est la mobilité. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la thématique suivante. Je Ouais, me permets, hein, mais il sera bientôt temps de terminer aussi. ok. Malheureusement, on va devoir passer rapidement sur les Alors, sujets suivants. Alors, on va aller assez vite sur la partie alimentation. Là aussi, c'est 25% des émissions carbone hein, pour un Français, l'alimentation. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu comme idée, vous, inspirante pour réduire l'impact des déchets qui sont souvent liés à l'alimentation sur place, mais pas que, et comment bah, concilier une meilleure restauration, manger mieux, et avec une alimentation qui est respectueuse de la planète. Qui veut partager quelques éléments de réponse là-dessus. Il y a plein d'idées hein, sur les postes. Et si quelqu'un veut partager une bonne adresse, un ESAT par exemple, qui est traiteur, zéro déchet, qui livre des beaux repas. On attend un exemple peut-être, un exemple incarné par l'un ou l'une d'entre vous. Ben, nous avons un restaurant euh, piloté par un chantier d'insertion au sein de notre centre de formation. Alors bah voilà, ça c'est vraiment super parce que bah, là pour le coup, en plus, ils peuvent être sur de l'approvisionnement local, de saison peut-être, travailler aussi avec des agriculteurs locaux, Alors, proposer des ça recettes dépend des villes. On en végétariennes. a deux et ça dépend des villes. Il y a des villes où c'est plus facile que d'autres. Ouais, bah alors là, c'est sûr, vous avez la main, et puis c'est encore une fois, c'est un parcours, c'est une démarche qui se fait dans la durée. Il y avait Juste une... aussi,
Pardon, Ouais. c'était rapproché, mais c'est pas fait pour l'instant, du groupement des agriculteurs bio en Île-de-France, je suis en Île-de-France, qui accompagne les restaurants d'entreprise pour la mise en place d'une offre bio, qui propose des animations dans les restaurants pour sensibiliser à l'agriculture, à l'origine des produits, etc. Donc ça nous avait paru pas mal, c'est payant, mais ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir un débouché régulier pour leur production. Et voilà, c'est le GAB Île-de-France, mais il y en a avoir dans les régions aussi. Alors là-dessus, chacun peut avoir sa bonne adresse. Il y a aussi les ESAT hein, qui font des Mm. traiteurs solidaires, qui travaillent avec de la réinsertion, qui font du local de saison, qui vont aussi redistribuer le gaspillage alimentaire éventuellement. Et puis, ce que vous pouvez faire, encore une fois en amont, ça se prépare, c'est interroger vos participants pour connaître leurs habitudes alimentaires et éventuellement leur poser la question, est-ce que vous seriez partant pour un repas végétarien? C'est une manière de porter ces sujets, de les incarner. Un repas végétarien, juste que vous sachiez, si vous devenez végétarien, vous réduisez d'une tonne les gaz à effet de serre, c'est très impactant. Et donc, posez la question à vos apprenants, organisez un repas végétarien et pourquoi pas demander au traiteur d'offrir la recette végétarienne avec. Voilà, des choses très concrètes qui permettent de réduire l'impact. Encore une fois, en amont, vous demandez à vos participants le lieu, leurs moyens de locomotion et leurs habitudes alimentaires. Le temps passe, je pense qu'on va passer à Mm. la troisième sujet, le bâtiment, la salle de formation, les plateaux techniques, l'accueil. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ces sujets. J'ai vu énormément, de toute façon, les post-it, vous les aurez. Je pense que chaque post-it est inspirant. Première chose, peut-être je commence par la fin, faire une formation en extérieur. Il y a des gens qui ont partagé cette idée, on n'y pense pas assez. Alors, bien sûr, il faut avoir une solution de repli en cas de problème météo. Mais voilà, si vous avez un parc jardin, en fait, et si vous avez les conditions, il n'y a pas trop de bruit, c'est vraiment ça favorise l'apprentissage et c'est aussi, pareil, une manière de porter un message. Par exemple, la biodiversité, c'est l'occasion de découvrir dans ma région la biodiversité. On va faire la formation dans un parc. Et si vous n'avez pas de parc, moi, je vous encourage aussi à coopérer. Allez voir la collectivité locale près de chez vous. Demandez-leur éventuellement si vous pouvez utiliser leur jardin. C'est des choses toutes simples, mais ça crée du lien aussi entre personnes. Donc voilà, si les conditions météo sont bonnes, et puis si vous avez besoin d'une solution de repli, encore une fois, tout ce qui est optimisation, si vous n'avez pas de salle, vous, sur place, demandez à une autre collectivité ou une entreprise, une association, si vous pouvez utiliser par exemple leur salle comme base de repli. C'est de la mutualisation, c'est tout bénéf pour tout le monde. Autre exemple, sur tout ce qui est plateau technique, là aussi, il y a eu pas mal d'exemples, travailler avec des prestataires qui font du réemploi. Ça, c'est un gros sujet. Acheter d'occasion, réparer, acheter reconditionner. À chaque fois que vous intervenez là-dessus, vous réduisez vraiment l'impact environnemental. Peut-être un petit commentaire avant qu'on passe au dernier sujet, ou quelqu'un veut témoigner là-dessus. Parce que sur les plateaux techniques, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ça dépend des types de formation. Mais ça peut être très efficace d'être dans une logique d'économie circulaire, de réduction. Quelqu'un a mis un post-it là-dessus, sur des prestataires, s'il veut mettre un petit message dans le chat. Moi, je regardais les post-it en même temps et puis je les réorganiserai, je les regrouperai. Je voyais installer des capteurs de détection d'éclairage, par exemple des panneaux solaires, magasins éphémères, seconde main, des choses comme ça, des vêtements à disposition. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'idées. Et justement, sur un aspect important, c'est les salles surchauffées, et c'est pas forcément le mieux, une salle surchauffée pour se former. Donc la petite laine, vous pouvez pareil donner à vos apprenants à l'avance la consigne, ça sera 19 degrés, donc chacun le ressenti de chacun est différent, donc vous pouvez leur dire anticipez, venez avec une petite laine. Ça, c'est important parce que sinon, par défaut, on a tendance à trop surchauffer. Là, vous leur dites, chacun ensuite ajustera avec sa couche de textile à la bonne température. Des choses comme ça qui permettent d'anticiper en hiver et en été, pourquoi pas aussi anticiper, proposer un code vestimentaire en disant, voilà, venez en chemise, en tout cas, voilà, des habits qui sont faits pour la chaleur. Voilà, des choses assez simples, mais pareil que vous pouvez en amont préparer. On va passer sur la dernière piste, Marie-Claire, hein, parce que le temps Ouais, passe. très très Le vite. numérique. Alors, le numérique, eh ben, question formation en présentiel ou en distanciel, vous avez tous un avis par rapport à ça. Alors, bien sûr, le numérique est en général moins impactant.
en général. Après, il y a un arbitrage à faire, c'est moins impactant, mais vous savez tous que en termes de le lien relationnel avec l'apprenant, c'est quand même peut-être des fois de moins bonne qualité, moins engageant. Donc il y a un arbitrage à faire. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un atelier en présentiel qui nécessite très peu de déplacement et un atelier en visio, préférez quand même l'atelier en présentiel à condition qu'il n'y ait pas de déplacement ou très peu. Voilà une manière d'arbitrer. Et puis sinon aussi, je vais vous en parler, mais il y a des outils qui vont vous permettre en fait d'étudier l'impact de l'un ou de l'autre, de faire des simulations. Je vais vous en parler deux mots. Il y a eu plein de bonnes idées sur le numérique, j'ai pas le temps de tout découvrir, mais vous avez tout bon à réduire l'envoi des fichiers, partager via des outils comme Filvert, pardon, qui sont des outils de collaboration qui permettent d'envoyer des fichiers, voilà. Tout ce qui est impression, bien sûr, recto verso, double face, éviter les aplats de couleurs qui prennent énormément d'encre, et puis aussi numériser les documents. Ça aussi, c'est réflexe à avoir. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais dire deux mots sur l'impact de la visio. Oui, la visio, bien sûr, les caméras aujourd'hui, tout ce qui est vidéo, c'est quasiment 80% du trafic sur Internet. Donc, par défaut, n'allumez pas votre caméra. Néanmoins, bah, ça c'est une évidence, mais quand les gens prennent la parole, c'est important d'allumer la caméra pour que ce soit incarné. Voilà, c'est toujours plus impactant quand on peut mettre une solution, comme aujourd'hui, sur un visage. L'IA, gros sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une requête IA, c'est 10 à 100 fois plus d'impact qu'une requête Google. Donc, allez-y, mollo. On est en train de découvrir la solution, mais on est en train de découvrir le problème environnemental. C'est un gouffre énergétique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et enfin, comment évaluer l'impact entre le numérique et la visio? On vous a gardé quelques exemples très concrets. Le premier, c'est en source ouverte, c'est proposé par VeryUp, c'est la boussole carbone. Donc, la boussole carbone, en fait, vous allez rentrer votre nombre d'apprenants, le lieu, et vous allez pouvoir simuler visio versus présentiel. Et vous pouvez aussi simuler du blended. Tout à l'heure, quelqu'un en a parlé. Vous pouvez aussi intégrer des formations panachées, voilà, et voir quelle est la plus impactante. Et après, il y a beaucoup d'outils qui existent, notamment sur le numérique. Tout nouveau site de l'ADEME, altimpact.fr, qui vous permet vraiment de regarder en détail, que ce soit chez vous, au travail, les solutions que vous pouvez mettre en place. Toujours dans une logique un peu collaborative. Ça sera transmis. Je vais conclure là-dessus parce que si j'ai laissé la parole à personne de la région, mesurer, on a commencé à en parler, mesurer en amont, bah, c'est savoir d'où viennent ces participants, ce qu'ils vont manger, à quelle température ils se sentent bien. Ça vous permet d'avoir une bonne idée de l'impact de vos formations et surtout aussi de préparer vos apprenants. Et en même temps, ce que je vous disais, l'environnement, c'est pas seulement pour la planète, c'est aussi pour la convivialité. Et ben, en prenant contact avec vos apprenants en avance, en leur faisant parler de leurs solutions de transport, de leur lieu de vie, de leur mobilité, de leur habitude alimentaire, et ben, en fait, ça crée du lien. C'est aussi bon. Donc, mesurer, évaluer. Là, je vais vous montrer quelques outils qui permettent de faire un autodiagnostic. Là, c'est l'outil de la région Occitanie, qui n'a pas été développé au départ spécifiquement pour la formation, mais pour les événements. Et donc, ben, on peut l'adapter. Et puis, vous avez aussi les outils de l'ADEME, le guide éco-responsable au bureau que vous pouvez télécharger, et puis également le site de l'ADEME sur l'événementiel responsable. Également d'autres guides. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Ce que je voudrais dire, ben, vous en êtes un peu rendu compte, c'est que nous sommes toutes et tous des porteurs de solutions et un message d'espoir dans un monde quand même qui est pas des fois un petit peu anxiogène, c'est qu'on voit bien que le changement, il n'est pas à créer, à initier, il a déjà commencé. Donc l'idée, c'est d'accélérer en mettant en commun nos expériences, nos bonnes pratiques, nos savoir-faire, nos envies. Et voilà, je vais redonner la parole à Marika. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être avec vous. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit mail ou quoi que ce soit. Et puis, on sera ravi de vous accompagner avec nos outils gratuits en source ouverte pour vous permettre d'aller plus loin avec vos apprenants, mais aussi avec vos collègues, voire vos amis, vos voisins. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Merci. Philippe. Merci Et beaucoup. merci beaucoup. On vous garde avec nous encore quelques minutes. Et je vais donner la parole à Julie Baucher, donc, qui est chef du service de développement des formations professionnelles de la région, donc avec qui on travaille avec vous et vos équipes, hein, pour construire ces rendez-vous. Donc je vous laisse la parole.
Et bonjour, merci. Je vais faire très rapidement parce qu'il nous reste que quelques minutes. Bah, déjà, moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir les boards et toutes les propositions parce que j'ai entendu bouillonnant, j'ai entendu ça donne envie. Donc, effectivement, on va aller voir toutes ces solutions. Voilà, juste redire pour la région Bretagne, on est porteur d'une stratégie régionale sur les transitions environnementales et sociales. On s'intéresse beaucoup aux questions de la RSE. On a lancé un plan d'accompagnement des organismes de formation avec lesquels on travaille sur notre programme régional de formation qui s'appelle Qualif Emploi. Donc pour les accompagner sur ces réflexions autour de la RSE et de la RSE particulièrement dans un organisme de formation. Donc, ce qu'on souhaitait, nous aussi, au travers ces propositions autour d'inspiration formation qu'on a travaillé avec le greffe, c'est outiller tous les professionnels de la formation, qu'ils soient formateurs, ingénieurs de formation, directeurs de centre, peu importe, c'est qu'en fait, il y ait une espèce d'émulation qui se fasse. La RSE, c'est pas juste une grande stratégie pour une entreprise, c'est quelque chose qui doit être très concret, très pragmatique. Et en fait, ça commence par l'implication de tous au quotidien. Quand on parle des parties prenantes en RSE, bah, c'est bien que tout le monde a sa part à faire dans cette démarche-là. Donc, plus on va pouvoir travailler ensemble et que vous puissiez retrouver des lieux d'espace et de partage, et j'ai trouvé que c'était vraiment la partie très intéressante de cette démarche de cet après-midi, c'est cette notion de communauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on a une idée, on la partage, c'est de l'intelligence collective. Et ça, je pense que c'est ce qui peut vraiment donner du corps et du sens à toutes les démarches de RSE qu'on souhaite impulser en Bretagne. Donc, je remercie à nouveau le greffe pour toute cette préparation et ce travail et l'intervenant, bien sûr. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et bah, moi, je vous remercie également, bien sûr, et Sylvie et Milena qui se sont occupées du chat et puis des groupes. Voilà le point clé. Et donc, comme on vous disait, alors Sylvie vient de vous envoyer le support et on vous enverra le replay, toutes les ressources que Philippe a citées. Alors vous allez les retrouver dans le support. Et puis, comme je vous disais, moi, je vais remettre en forme le klaxon et regrouper les idées, etc. Et comme on a dit, vraiment rendre ça très pratique, très concret, que ce soit facilitant pour vous, pour retrouver des idées, pour mettre en place des choses. Et il sera toujours ouvert, donc vous pouvez aussi le compléter. Et on va vous envoyer une petite évaluation. Voilà, à chaque fois qu'on fait une action, on vous envoie ça. Ça nous aide beaucoup parce que ça nous donne des points d'amélioration, ça nous donne des idées pour vous proposer d'autres rendez-vous. Et d'ailleurs, on vous retrouvera en 2025 maintenant pour vous en proposer d'autres. Et notamment, il y en aura un en présentiel autour des tiers-lieux. On a commencé à travailler avec Marie-Christine Yorca, que vous avez peut-être vu lors de l'atelier en ligne sur les espaces d'apprentissage. Donc, on vous en dira plus début 2025, au premier semestre. Ben, merci beaucoup tout le monde et puis bonne journée et à bientôt. Au revoir.